Liban, l'amour possible, chapitre 6. Il ne fut plus jamais question de se séparer de Moumi. Elias, cependant, fit passer une annonce dans la presse locale et mit les religieuses au courant, dans le cas où quelqu'un viendrait s'informer. Mais au grand soulagement de tous, il n'y eut aucune réponse. Et en l'espace de quelques jours, il fut considéré comme de la famille. Elias se surprenait même, en ouvrant la porte, à attendre avec impatience le bruit des petits pas précipités de l'enfant et son cri de bonheur « Ba, Abba ». On parla de lui trouver un autre prénom, mais il fut convenu qu'au fond, Moumi lui allait très bien, et Moumi, il resta. Les combats continuaient, sporadiques, en dépit des cabinets qui se formaient, tombaient, se reformaient. Les gens craignaient encore de marcher dans la rue à cause des tireurs acharnés qui restaient embusqués sur les toits. Personne n'était en sécurité. Des gens mouraient dans leurs fauteuils, dans leurs baignoires, assis à table. D'autres disparaissaient tout simplement. Cependant, la chaleur devenant plus intense, la trêve d'été, toute nouvelle et encore fragile, semblait vouloir tenir, et il n'y eut pas de nouveaux bombardements massifs. Les citadins relevèrent la tête et se mirent à réparer leurs maisons, celles qui n'avaient pas trop souffert des incendies et des tirs d'artillerie. Ils osèrent à nouveau s'aventurer dans les rues, ils allèrent même à la plage et se baignèrent, un fusil posé à côté du panier contenant leur pique-nique. Il n'y aura pas de 4e round, se disaient-ils l'un à l'autre. Dieu soit loué, c'est fini. Elias emmena Sami et Huda à la plage, mais Lamia resta à la maison avec sa mère, qui était encore dans la période du deuil officiel et en vêtements noirs. Toute ardeur, toute vitalité semblait s'être retirée complètement de la jeune fille, comme si une partie d'elle-même avait effectivement été retranchée. Seules ses études et Moumi arrivaient encore à l'intéresser. Elle avait dû souvent manquer les cours à cause des combats, et il n'y avait pas eu d'examen. Aussi s'était-elle remise à étudier. Installée dans la véranda à l'ombre de l'épais feuillage, elle restait des heures entières, penchée sur ses livres, tandis que Moumi, assis par terre avec ses jouets, ne cessait de babiller, nullement préoccupé d'être écouté ou pas. C'était un bel enfant, dont on avait dû s'occuper avec amour et le plus grand soin dès sa naissance. Ses fossettes et ses grands yeux noirs montraient qu'il était fait pour la joie, et Rosa elle-même quittait son air triste en le voyant apparaître. Il fut la bouée de sauvetage de Lamia durant ces journées de chaleur étouffante et de profond découragement. Sans lui, la même question se serait posée pour elle chaque matin. À quoi bon continuer à vivre? Mais il était souvent réveillé le premier, bondissant dans son petit lit et poussant des cris joyeux pour attirer l'attention. On pouvait bien souffrir, mourir et disparaître. Il fallait donner à manger à Moumi et lui faire prendre son bain. Ses petits pieds impatients la conduisaient ainsi d'heure en heure, et c'est dans ce service constant près de l'enfant qu'elle parvenait à oublier. Elle lui consacrait le plus clair de son temps, repoussant parfois un sentiment de jalousie lorsqu'il courait à petits pas chancelants vers Huda pour jouer avec elle, ou monter sur les genoux de sa mère. Celle-ci, attentive aux moindres faits et gestes de sa fille, et soucieuse avant tout de la voir reprendre goût à la vie, se prenait à penser parfois avec un sentiment vague et imprécis au fond du cœur, que Jésus, comme un enfant, était peut-être venu parmi eux pour les consoler. Toutefois, Moumi ne répondait pas vraiment à l'idée qu'elle se faisait du Christ ainsi. Moumi était beaucoup trop turbulent, lui semblait-il. Lamia ne voyait Annie que très rarement. Il était revenu de la dernière attaque avec une blessure au visage et il lui avait dit que le secteur où se trouvait la maison de Kamal avait été en grande partie détruit. Il ne partageait pas son acharnement à vouloir se venger. Aussi sentait-elle entre eux un certain désaccord. De toute façon, il venait d'entrer pour la période des vacances comme aide infirmier dans l'un des plus grands hôpitaux de la ville, et il revenait rarement chez lui.
La route reliant le quartier ouest à la partie est de la ville était en effet trop dangereuse pour de fréquents déplacements. Un samedi, cependant, Lamia ayant emmené Uda et Moumi faire une petite promenade sur la colline, il l'aperçut de sa fenêtre et vint les rejoindre. Ils s'assirent ensemble sur le muret qui bordait les vignes, tandis que les enfants, mêlés aux ouvriers venus pour une cueillette précoce, se gavaient de raisins. L'ardente chaleur du jour s'était atténuée et quelques derniers rayons dorés s'attardaient encore sur les vignes en terrasse, sur la cité ravagée, et au loin sur la mer où le soleil à cette heure rejoignait l'horizon. Ils ne trouvaient rien à se dire et Lamia se rappela le jour où, seuls l'un en face de l'autre, tandis qu'ils attendaient Amine occupé à enfiler sa tenue de combat, quelque chose aurait dû être dit qui ne l'avait pas été. Ce quelque chose n'avait toujours pas été dit et ne le serait probablement jamais, pensa-t-elle, avec mélancolie. Mais le silence se faisant oppressant, elle lui demanda s'il pensait qu'il y aurait encore des combats. Sa figure s'allongea. Ce n'était pas de combat qu'il aurait voulu parler. Bien sûr, répondit-il, personne n'a obtenu ce qu'il voulait. Tout le monde a perdu, personne n'a gagné. Mais peut-être qu'ils en resteront là, tout simplement. Sûrement pas eux, ils ont tous soif de vengeance. Les hommes jeunes s'entraînent en cachette partout dans la montagne. Il ne faudrait qu'une étincelle pour que tout le pays s'enflamme. Est-ce que toi aussi tu t'entraînes? Il hésita, il savait qu'au fond d'elle-même, elle le méprisait. Si la guerre reprend sur une grande échelle, j'aurai sans doute à me battre comme les autres. Mais pour le moment, je suis occupé à l'hôpital. Qui est cet enfant, Lamia? Je l'ai déjà vu avec toi. Elle rougit. Sa mère a été tuée, fit-elle brusquement. Je l'ai trouvé près de son corps, dans les orangeries, et je l'ai apporté à la maison. Dans les orangeries? Mais alors, quelle était la nationalité de sa mère? Euh, Elle venait du camp. Annie se mit à rire. Lamia, tu es comme le chien qui aboie plus qu'il ne mord, dit-il. Et cela ne m'étonne pas. Car Moumi venait de remonter en trottinant à travers les vignes, ses joues et ses lèvres toutes tachées de pourpre, et il levait vers elle ses petits bras. Annie vit le visage fermé de la jeune fille s'éclairer d'un sourire de tendresse, tandis qu'elle prenait l'enfant sur ses genoux et déposait un baiser sur ses cheveux. Il sourit, poussa un soupir, puis s'en retourna chez lui. Lamia appela Uda. Elle aurait bien voulu qu'Annie fût restée. Le coucher du soleil était maintenant en couleur de pourpre, la couleur du sang, pensa-t-elle en frissonnant. Bientôt ce serait le gris du crépuscule, avant même qu'il ne soit rentré à la maison. La couleur des jeunes visages morts, d'où la vie et la lumière se sont retirées. Les paroles d'Annie la déprimaient profondément et son cœur était lourd de souffrance. Si seulement il n'était pas reparti. Elle se disait que maintenant l'Holocauste pouvait recommencer à tout moment, qu'ils pouvaient mourir et qu'il y aurait entre eux à tout jamais un silence de mort, car rien de l'essentiel n'avait été dit. Ce fut à la fin des moissons, lorsque les vignes s'empourprent sur les terrasses, que tout recommença. On ne fut guère surpris par des récits d'horreur et de massacres, venus du nord et des régions montagneuses, se répandaient depuis peu de temps comme des torrents boueux, menaçant d'engloutir la capitale. Les combats et le pillage se déchaînèrent comme jamais auparavant. Sans la voix de la radio qui inlassablement guidait les gens à l'écart des rues dangereuses vers les zones sûres, Elias n'aurait jamais pu continuer ses allées et venues. Il couchait maintenant au magasin, ainsi que son commis, un fusil à leur côté. Car bien que n'étant pas directement dans le secteur des combats, il n'était pas pour autant à l'abri des pillards, qui ne tenaient aucun compte du couvre-feu. Dès les premières heures du matin, il prenait des chemins détournés, et c'est gris de fatigue qu'il arrivait chez lui, avec toujours de nouvelles histoires terribles à raconter à Rosa en prenant son petit déjeuner. Il revint à la maison un matin de septembre, le visage couleur de cendre. Il mangea sans dire un mot,
et la famille comprit ce qui venait d'arriver, car la radio l'avait déjà annoncé. Un hôtel s'était effondré sous le bombardement d'un quartier proche de son magasin. Tous les occupants, pour la plupart des étrangers, étaient ensevelis sous les décombres, et il n'y avait aucune possibilité de leur porter secours. Rosa le supplia de ne pas y retourner. « Nous avons assez pour vivre, plaida-t-elle. Rapporte ton stock de marchandises à la maison. » Il secoua la tête. « Il me faudrait un camion, dit-il, et même ainsi, il réquisitionnerait ma voiture au point de contrôle en voyant tout ce chargement. Le magasin n'est pas directement sur la ligne de feu, du moins pas encore. Les combats ont lieu plus à l'ouest, ainsi que dans les faubourgs. Les gens achètent encore, mais beaucoup de magasins ont été vidés et pillés. Et les pillards n'ont aucune honte. Ils arrivent en voiture jusqu'à la porte et sortent sans se cacher, les bras chargés de marchandises de valeur. Parfois, on ne peut s'empêcher de rire. J'ai vu un homme arriver en Mercedes, garer sa voiture à côté d'une manufacture de cigarettes qui avait été bombardée, en sortir avec des piles de boîtes pour découvrir que quelqu'un avait filé avec sa voiture. Il y a d'étranges histoires qui circulent, Rosa. J'ai même vu des camions blindés avec des filles armées qui vont se battre. Lamia dressa l'oreille. Peut-être que, après tout, la vie pouvait encore avoir un sens. Amin était mort pour son pays. Prêt pour ton appel, ô Liban, mon pays, avait-il chanté à l'école. Et son cœur à elle avait aussi tressailli dans un élan de patriotisme. Toutes ces pensées occupaient son esprit pendant qu'elle installait Moumi dans sa poussette avant de descendre au village, faire la queue pour avoir du pain. Samy et Huda retournaient à l'école communale, mais la sienne n'avait pas été rouverte. Les queues qu'il fallait faire chaque jour pour se procurer des denrées étaient devenues une habitude. On achetait à des commerçants qui allaient chercher leurs produits dans les fermes des alentours et les rapportaient dans des voitures à bras. Bien entendu, les prix avaient monté en flèche. Les bonnes choses qu'ils avaient en abondance par le passé étaient devenues très rares, bien qu'ils aient suffisamment de nourriture. Mais rester longtemps debout sous un pâle soleil d'automne n'avait rien d'amusant, pour Moumi qui commença à s'agiter. « À qui est cet enfant, Lamia? Je ne savais pas que tu avais un frère si jeune. » Lamia se retourna. Marcel, une jeune fille qu'elle connaissait à peine, était venue se mettre dans la queue derrière elle. Elle était de la même école, dans une classe au-dessus de la sienne. C'était une belle brune aux yeux noirs, très féminine, avec des cheveux de jais retombant en boucle sur ses épaules. À l'école, c'était quelqu'un, présidente du club d'exercice oratoire, et elle était connue pour ses idées politiques avancées. « C'est l'enfant de ma cousine, fit Lamia. Leur maison est dans un quartier dangereux, alors il habite avec nous. » Malgré les tentatives faites par son père pour retrouver la famille de Moumi, elle cherchait toujours à cacher son identité. En supposant, c'était peu probable, mais en supposant que quelqu'un vienne à le reconnaître et l'enlève. Il ne lui restait plus rien, alors. « Moumi veut descendre, dit-il soudain. »« Moumi, fit Marcel en riant. Quel drôle de nom. C'est un diminutif. » Lamia hésita et rougit. Dire son nom tout entier, c'était révéler qu'il était musulman, car pas un chrétien ne portait un nom pareil. Marcel la regarda intrigué et il y eut un moment de silence. « C'est seulement un surnom, dit enfin Lamia. »« Alors tu ferais mieux d'en choisir un autre, dit Marcel d'un ton catégorique. On fusille des gens au coin des rues pour moins que ça. Il y en a beaucoup qui cachent leur religion ou font disparaître leur carte d'identité. Et si tu as chez toi un petit musulman, tu dois le rendre. Il faut que nous soyons tous unis dans un même esprit, parce que c'est notre foi qui est en jeu. Cette guerre est une guerre sainte. Que fais-tu à tes moments perdus, Lamia? » J'étudie, fit Lamia, et je m'occupe de ce petit garçon.
Et puis, nous sommes encore en deuil. Mon frère a été enlevé et on l'a tué. Je suis désolé, je ne le savais pas. Mais s'ils ont pris ton frère et l'ont tué, tu dois être impatient donc de le venger. Oh, combien! Mais que peut faire une fille? Elles approchaient de la voiture à bras et se parlaient à l'oreille, tout bas. Viens me voir, chuchota Marcel. Tu es tout juste la fille qu'il nous faut. Viens chez moi et tu verras ce que je fais pendant mes loisirs. Que de temps il fallait pour faire ces emplettes. Elles avançaient pendant que Moumi, dégagé de sa poussette, ramassait des cosses d'acacia sur le bord de la route. Leur panier enfin rempli, elles s'en allèrent ensemble. La maison de Marcel était située dans un quartier de l'Ouest assez exposé. Elle avait été endommagée d'un côté par des éclats d'obus et les fenêtres de la façade étaient brisées. Elles traversèrent le vestibule spacieux et montèrent l'escalier qui conduisait à la chambre de Marcel, sans rencontrer personne. Sur le lit était étalée sa tenue de combat, son béret et son masque, ainsi que son fusil qui était décoré de petites images aux couleurs vives. Un crucifix, le bon berger portant un agneau sur ses épaules. Beaucoup de filles ont maintenant un rôle à jouer, dit-elle d'un air grave. Nous avons à défendre notre héritage culturel et notre foi chrétienne. Comme je te l'ai dit, il s'agit d'une guerre sainte et l'Église est avec nous. Tu vois, mon Christ, il me protège. Moumi avait fait un mouvement rapide pour attraper les images coloriées, mais Lamia lui saisit la main et resta silencieuse, le regard absent. Le bon berger prenant soin de ses brebis et les occupants de l'autel enterrés vivants sous les décombres. Le Sauveur attaché à la croix pour le salut des hommes et les francs-tireurs attaquant les pompiers et les ambulanciers engagés dans le sauvetage des brûlés et des blessés. Le bon berger restera-t-il indifférent? Elle essaya de rassembler ses pensées confuses. Mais voyons, bien sûr que c'était merveilleux de se battre pour son pays. Comment pouvait-elle en douter? Naturellement, tu es trop jeune, fit Marcel, mais personne ne saura que tu n'as que 16 ans et demi. Tu es si grande. Dis-leur que tu as 17 ou 18 ans. Personne n'ira vérifier. Viens chez moi à 6 heures et je te conduirai à l'endroit où les filles s'entraînent pour la prochaine attaque. Merci, dit Lamia, je vais réfléchir. Elle attacha Moumi dans sa poussette et rentra à la maison. Son père n'était pas retourné au magasin depuis 2 jours. Il faudrait être fou pour s'aventurer dans ce quartier, avait dit le journaliste à la radio. Aussi attendait-il, affalé sur le divan, à moitié endormi. Lamia s'approcha et se tint debout devant lui. « Père, dit-elle avec calme, je veux me battre. On a besoin des filles. » Il bondit sur ses pieds et elle crut qu'il allait la frapper. « Te battre, hurla-t-il. Ma fille veut se battre? Je préférerais te tuer moi-même que de te voir abattu par un homme. Et puis, sais-tu ce qui arrive aux filles qui sont prises en otage? Te battre? Ah oui, vraiment? N'est-ce pas suffisant que notre fils ait payé de sa vie une fête d'anniversaire? N'as-tu donc aucun sentiment pour ta mère? Lamia courut à la cuisine, terrifiée, laissant Moumi faire face à la tempête. Debout, jambes écartées, il regardait cet homme en colère, avec intérêt, pas du tout effrayé. En avait-il déjà entendu au cours de sa jeune vie des éclats de voix et des détonations? Et rien ne l'avait encore blessé jusqu'alors. « Ah bah !» dit-il d'une voix forte, et il se mit à marcher de long en large en serrant les poings, en agitant les bras dans une imitation comique du comportement d'Elias, qui, s'étant assuré que la porte de la cuisine était bien fermée, partit d'un grand éclat de rire, puis retomba dans son apathie première. Lamia, après avoir claqué la porte, s'était jetée sur une chaise et demeurait le visage enfoui dans ses bras, sur la table de la cuisine.
Si les rares accès de colère de son père pouvaient amuser Moumi, il la bouleversait, elle, terriblement. Sa mère, assise en face d'elle, était occupée à découper un chou, et ni l'une ni l'autre ne prononcèrent une parole. Moumi, n'obtenant pas de son bas l'accueil souhaité, s'aventura à la cuisine et vint monter sur les genoux de la jeune fille. Elle prit l'enfant dans ses bras et serra tout contre elle ce petit être tout palpitant de vie. Puis elle leva les yeux vers sa mère. Comme elle paraissait vieille, se dit-elle, et calme dans son application à découper un chou, comme si c'était important, comme s'il y avait des raisons d'être calme. Elle explosa enfin. C'est bien de se battre pour défendre son pays, lança-t-elle. Toi et papa, vous avez eu du bon temps, mais nous avons encore à faire notre vie dans ce pays. Et nos enfants, que deviendront-ils? Veux-tu qu'ils grandissent dans un pays où des étrangers auront piétiné et notre culture et notre foi? N'est-ce pas juste de vouloir les protéger? Vous êtes vieux, toi et papa. Vous ne pouvez pas comprendre. Sa mère, qui n'avait que 34 ans, eut un demi-sourire et continua à garder le silence. Je voudrais bien qu'elle ne soit pas si longue à dire quelque chose, pensa Lamia. Et puis, qu'elle laisse ce chou tranquille. Je crois, dit enfin Rosa, que le meilleur de notre vie, c'est toi, Sami, Uda, et aussi Moumi. Elle parlait lentement, en faisant des pauses, comme si elle cherchait ses mots. Mais vous avez l'avenir devant vous, je l'espère. C'est bien de défendre notre foi, mais je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de la garder vivante, de la garder intacte dans un cœur qui aime et qui pardonne. Je ne comprends pas la politique comme vous les jeunes, mais j'écoute et je regarde. Des hommes meurent dans la montagne, alors des femmes et des enfants sont massacrés en ville. Pas plus tard qu'hier, on racontait qu'un musulman avait été abattu dans le nord du pays et que son frère, âgé de 14 ans, avait pris son fusil et tué 12 chrétiens au poste de contrôle. Qui et combien vont mourir maintenant pour ces 12? Est-ce cela défendre notre foi? N'est-ce pas plutôt haïr et se venger? Et pour aboutir à quoi? La trêve est chaque fois violée. Aucun cessez-le-feu ne dure. Mais la guerre ne va pas durer éternellement. Un jour peut-être, quand tout sera détruit, vous qui aurez été épargnés, vous reconstruirez. Au village, dans mon enfance, j'aimais regarder quand on labourait la terre, quand on semait avant l'hiver. Puis quand venait le printemps, la moisson sortait de terre et les champs étaient verts. Tu as pris cet enfant, Lamia, l'enfant de nos ennemis. Quand il sera grand, peut-être que la tempête aura pris fin et que le temps de reconstruire sera venu. Prépare-le dès maintenant pour ce jour-là. Enseigne-lui notre foi. Apprends-lui à aimer et à pardonner. Pense à la moisson après l'hiver. C'est peut-être ce que nous, les femmes, pouvons faire de plus grand pour notre pays. Mais pour Lamia, cela ne servait à rien de regarder en avant, car elle ne voyait strictement rien d'autre que le rideau de fumée noire, le jour, et le rougeoiement des incendies, la nuit.